je m'appelle Anne-Gaëlle Amizé. Je suis enseignante depuis 23 ans. J'ai 2 enfants, 19 et 14 ans. Et ensuite, concernant mon expérience professionnelle, j'ai fait 6 ans en classe de CE1, CE2, 8 ans en toute petite section, moyenne section et grande section. Et là, je suis à 8 ans en CM1, CM2. Voilà. Et après, depuis le début, je suis arrivée dans une école qui fonctionnait sous forme de projet. Et donc, je n'ai pas pu quitter ce fonctionnement, voilà, que je trouve motivant. En tout cas, moi, ça me fait un guide sur l'organisation de mon année. Et je sais que j'ai besoin de ça parce que j'ai voulu tester 1 an sans et j'avoue que j'étais perdue. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qui fait que dans ta pratique d'enseignant, tu en as besoin? Parce que ce n'est pas forcément évident. Je suis sûre qu'il y a des enseignants qui font très peu de projets, voire pas du tout. Peut-être même que ça gonfle. Donc, j'aimerais que tu nous dises pourquoi toi, tu en as besoin. Disons qu'en fait, je pense que ça conduit toutes mes idées. C'est-à-dire que j'ai souvent un thème de départ et tout ce que je fais autour, c'est par rapport à ce thème. Et une idée en entraîne une autre. Et du coup, quand j'arrive vers les élèves, je commence par proposer des choses et eux, ça va leur en donner à eux aussi. Et après, on travaille autour de ce que eux ont proposé et de ce que moi, enfin, en tout cas, moi, au départ, ça me permet d'avoir une trame sur mon année et je me sers de ça, de guide sur mon année pour travailler avec les enfants. Et en plus, je trouve que ça donne du sens parce que ça permet de mettre en lien l'interdisciplinarité. Et voilà, ça donne du sens aux enfants, ça donne du sens pour moi et ça me motive. Et du coup, si moi je suis motivée, je pense que je suis plus à même de motiver les élèves. D'accord. Et alors, tu avais dit que tu avais quand même essayé une année sans, alors, Oui. sans faire de projet. C'est ça. Donc, du coup, Alors, sans faire de projet, j'avoue que sans faire de projet, je n'y arrive pas. Par contre, en fait, je suis arrivée dans une école où ça ne fonctionnait pas comme moi, où moi, je me choisis un thème pour l'année et j'organise tout autour de ce thème. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de me fondre dans le travail des autres, donc sans thème à l'année. Et en fait, je ne savais pas dans quelle direction j'allais. Et j'avais du mal à mettre un lien entre ce que j'allais faire en lecture, en écriture, en sciences, en art, en poésie, etc. je pourrais te dire que tu aurais pu te contenter de dire aux enfants, ouvrir leur manuel de maths, faire une espèce de progression en art plastique et puis je ne sais pas moi, de faire des exercices de grammaire et de conjugaison ou de prendre un manuel de lecture pour faire de la lecture. Voilà, comme d'autres enseignants le font, mais pourquoi ça c'est pas possible? Je n'y arrive pas. Enfin, Je ne sais pas. J'ai besoin d'être motivée, moi, et d'apporter un peu d'originalité, de créativité. Et puis aussi, j'ai besoin de la participation des élèves qui se sentent bien dans ce qu'on fait et qu'ils apportent eux aussi leur patte, entre guillemets, quoi. Et si je sors le livre, ils n'ont pas trop le choix. Et moi non plus. Et je me sens enfermée. alors, d'accord, super. Alors, j'ai pas eu trop le temps de noter, mais tu as dit des mots qui pour moi m'ont vraiment accroché. Alors, j'essaie de les noter de mémoire. Pour moi, il y a quatre concepts importants dans ce que tu viens de dire. Tu as parlé de créativité, tu as parlé de participation des élèves, tu as parlé de ta motivation et tu as parlé de choix. Alors, je pense que tu viens d'énoncer les piliers qui, au sens en tout cas de la pédagogie coopérative, fondent cette pédagogie. Alors, tu as parlé d'abord de créativité. Pourquoi c'est si important, en fait, de favoriser la créativité à l'école, pour toi, Anne-Gaëlle? Alors, je pense que c'est source de motivation et c'est pour que
Ben, ça entraîne la participation et ça crée de l'émulsion, je pense. Que si on crée quelque chose, ben, du coup, on a envie de produire, on a envie de montrer et on a plus envie de participer. Et du coup, moi, j'ai le sentiment que je propose des choses aux élèves et que quelquefois, eux, en fait, ils n'osent pas proposer, ou ils n'osent pas dire, ou ils n'osent pas faire, ou parfois même, ils n'osent même pas penser. Et en commençant par proposer des choses, eux, ils vont interagir et du coup, après, ils vont se rendre compte qu'ils sont capables, eux aussi, de pouvoir proposer et de pouvoir faire des choses et de créer eux-mêmes et d'oser. Voilà. Et je pense que c'est important. Ça fait aussi partie de la création de leur personne. Le vertueux, en fait, qui s'enclenche et qui suscite le désir d'apprendre et puis, comme tu dis, d'oser, de produire, de créer. En fait, toutes ces qualités qui sont essentielles, en fait, pour l'épanouissement d'un être humain, aussi bien un enfant que le futur adulte. C'est ça, c'est la création, c'est la création de leur propre personne. Et après, c'est aussi la confiance en soi et l'estime de soi. Oui, donc c'est beau quand même, hein, je trouve. C'est ça. C'est quand même vachement valorisant aussi pour l'adulte qui contribue à l'épanouissement de ses élèves. Et puis nous, de voir que eux, ils osent proposer et qu'ils ont des idées, nous aussi, je trouve que c'est motivant pour nous. Parce qu'on se dit que à ce moment-là, on a gagné quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as gagné, Anne-Gaëlle? Eh bien, leur épanouissement. Okay. Et je pense la confiance en eux. Pour moi, je pense qu'un enfant, à partir du moment où il a confiance en lui, il trouvera toujours des solutions dans sa vie. Parce qu'il osera aller poser des questions, s'il ne sait pas, il osera demander, il osera proposer, etc. Alors que s'il manque de confiance en lui, mais il peut avoir beaucoup de savoir, s'il manque de confiance en lui, il n'osera pas proposer tout ce qu'il sait, ou il n'osera pas aller poser des questions, et du coup, il peut se retrouver en difficulté, mais même dans la vie de tous les jours, quoi. Donc, je pense que la confiance en soi, c'est primordial. C'est fondamental ce que tu dis, hein, et vraiment merci Anne-Gaëlle, parce que j'en profite pour faire un pont avec la fameuse pyramide de Maslow, que tu connais bien sûr, hein. Donc, je rappelle aussi pour les enseignants qui nous écouteront, hein, que Maslow, c'est donc un psychologue américain qui, dans les années 50 à 60, avant même l'arrivée des neurosciences, avait compris que les êtres humains étaient des êtres de besoin. Et donc, il avait hiérarchisé les besoins fondamentaux de l'être humain et tout au sommet de la pyramide, c'est-à-dire qu'il avait fallu répondre à un certain nombre de besoins vitaux pour que finalement, la finalité de l'être humain, c'était donc de s'épanouir, de créer. Voilà, donc effectivement, c'est ça que tu essaies de mettre en place avec tes élèves. Alors, concrètement, hein, on va revenir à des choses très concrètes pour que ceux qui vont nous écouter puissent s'inspirer éventuellement de ce que tu fais. Donc, tu vas nous parler d'un de tes projets, coopératifs. Puis, tu vas en parler tout à fait naturellement, puisque j'aimerais que tu développes dans ce projet, c'est parler des propositions des élèves, par exemple. Donc, comment tu fais pour amener déjà le projet concrètement, hein. Ensuite, concrètement, comment ça s'organise entre les élèves, comment toi tu organises la classe pour que ce projet prenne forme, etc. etc. Un des projets qui me tient à cœur, c'est un projet théâtre. Donc, on essaye chaque année d'organiser une petite soirée théâtre où les enfants sont acteurs, mais ils sont aussi auteurs parce que c'est eux qui écrivent la pièce de théâtre. Alors, j'avoue que comme ça fait plusieurs années que je le fais, dès qu'ils arrivent dans la classe, c'est une des premières questions le premier jour de la rentrée, c'est « Est-ce qu'on va faire du théâtre ?» Donc, voilà. Alors, je ne saurais pas revenir peut-être quand je l'ai proposé. En tout cas, donc, je l'ai dit, je travaille toujours autour d'un thème. Et souvent, les premières lectures qu'on fait sont sur ce thème-là pour nourrir les informations que les enfants peuvent avoir sur ce thème.
Et souvent, on en parle aussi en poésie, on en parle en art plastique, en musique, dans différentes matières. Donc, du coup, pour que eux, ça puisse nourrir leur imagination. Et ensuite, souvent, je travaille autour d'une pièce de théâtre qui n'est pas forcément sur le thème, mais pour savoir comment écrire une pièce de théâtre. Et ensuite, on en crée une. Alors après, d'une année sur l'autre, bon, ça dépend des propositions des enfants. Quelquefois, on écrit la trame de l'histoire, pas sous la forme d'une pièce de théâtre, et ensuite on la transforme en pièce de théâtre. Ou alors, on n'utilise pas ça du tout, et on l'écrit directement sous la forme d'une pièce de théâtre. Donc, avec les enfants, c'est eux qui choisissent les personnages. Alors après, soit on se dit, on décide que ça soit une seule aventure qui arrive à 2 ou 3 personnages. Et donc, du coup, on partage la classe en groupes. Et chaque groupe va écrire une étape de cette grande aventure. Ou alors, on peut se dire qu'on raconte plusieurs aventures arrivées à ces 2 mêmes personnages. Et donc, chaque groupe raconte raconte une aventure des personnages. Voilà, donc tout ça, en fait, on en décide en conseil avec les élèves. Donc, moi, j'apporte des idées, voilà, en disant, dans la pièce de théâtre, soit on choisit les 2 mêmes personnages, ou alors après, on peut dire carrément, on ne choisit pas les 2 mêmes personnages. Je leur fais plusieurs propositions. Eux, ils peuvent rajouter des propositions s'ils le souhaitent. Et ensuite, ensemble, on décide de ce qu'on choisit. Donc après, chacun peut apporter des arguments, des pour, des contre, et on finit par faire un vote. Et ensuite, on se partage en groupe. Et donc là, je les laisse se mettre par groupe comme eux le souhaitent. Voilà. Ce n'est pas moi qui impose les groupes. C'est eux qui choisissent leur groupe. Alors, tu parlais d'un conseil. Oui. Alors, toi et moi, bien sûr, on sait ce qu'on sait, mais est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour toi le conseil? Alors, le conseil, c'est un moment d'interaction entre les élèves où on parle de ce qu'on peut proposer au sein de la classe et des différents projets, comment ils peuvent évoluer, proposer des nouveaux projets ou quand on en a terminé un. Et aussi, pendant ces moments de conseil, on échange aussi sur les conflits. Comment améliorer ce qui se passe dans la classe. Voilà. C'est un moment d'échange participatif où les enfants, c'est eux qui gèrent. Comment il est régulé ce moment d'échange? Après, on a des délégués qui gèrent le conseil. On a des donneurs des paroles. On a maître du temps. Voilà. Et donc, le donneur des paroles donne la parole et c'est les délégués qui listent les thèmes qui sont abordés, on va dire. D'accord. Et tu disais aussi, donc on se partage en groupe. Chaque élève choisit avec qui il veut travailler, c'est ça? Oui, en fait, c'est eux qui décident. C'est eux qui forment leur groupe. Voilà. Et alors, moi, question encore provocatrice, bien sûr, je suis là pour ça. Pourquoi c'est pas toi qui dis, pourquoi c'est pas toi qui décides, Dudule, tu vas avec machin Parce que je l'ai déjà testé. Alors, quelles sont les différences pour toi? La motivation, l'interactivité entre les élèves. Parce que je l'ai déjà testé en me disant, quelquefois, des enfants qui sont ensemble vont passer leur temps à ne pas trop travailler ou des choses comme ça. Et donc, j'ai voulu les séparer, mais en fait, l'émulation n'est pas du tout la même. Donc, après, par contre, on le reprécise bien au début en disant, voilà, on choisit de se mettre ensemble, mais on sait que c'est parce que on veut produire quelque chose, on veut partager et on veut faire quelque chose d'efficace. Voilà. Et
ça fonctionne plutôt bien. En fait, tu as prononcé un maître mot efficace. Je pense que lorsqu'on enseigne, il faut être efficace. Hein, on fait des choses pour faire joli. Donc toi, tu as remarqué que voilà, un de tes indicateurs de réussite, c'est l'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est utile aux enfants de choisir avec qui ils souhaitent travailler. Oui. Il y a une plus-value, vraiment. Moi, je pense que oui. D'accord, ok. Du coup, tu viens donc de… Surtout dans là où c'est de la créativité. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, comme ils se connaissent en dehors du fonctionnement de la classe, il y en a un qui va apporter quelque chose, l'autre qui va rajouter. Enfin, voilà, ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont avec les mêmes idées, les mêmes intérêts, etc. Donc, du coup, quand il faut créer, je trouve qu'ils sont… ils ne vont pas se disputer parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce que… voilà, ils n'ont pas les mêmes idées. Alors, ils peuvent ne pas avoir les mêmes idées, mais du coup, comme ils sont aussi souvent copains, ben, du coup, ils arriveront à discuter et à échanger pour progresser et avancer, et pas être dans l'opposition pour l'opposition. Comment tu peux être sûr, en tant qu'enseignant, que les enfants vont apprendre quelque chose, que tu es là, donc ils apprennent, d'accord, et qu'ils soient proches de cette fameuse zone proximale de développement dont on parle tant. Tu peux être sûr que certains ne vont pas s'ennuyer, par exemple, pendant que d'autres vont décrocher parce que ce n'est pas à leur portée. Tu peux être sûr que tout le monde va s'y retrouver en fait, et qu'ils vont progresser. À quoi tu le vois, ça? Eh ben, je vois à leur participation et à leur investissement dans la pièce. C'est-à-dire que quand ils écrivent, chacun écrit ce qu'il va dire. Et donc, du coup, quand on doit apprendre la pièce, en fait, je peux dire qu'ils l'apprennent jamais, enfin, ils l'apprennent très peu. Parce qu'en fait, du fait que ça soit eux qui l'ont écrite, ben, ils l'apprennent sans avoir l'impression de l'apprendre. Et après, ça se voit quand on récite, ça se voit quand on produit, quand ils sont heureux, ils sont tous là. Quand on fait la pièce de théâtre, on ne le fait pas pendant le temps scolaire. Ben, du coup, ils sont quand même là. Et puis, si jamais les parents ne peuvent pas être là, et ils me disent, ben, moi, mes parents, ils ne peuvent pas m'emmener, mais pourtant, j'ai envie de participer. Donc, on cherche des solutions pour que tout le monde puisse venir. Ils sont aussi là parce qu'ils vont chacun rechercher pour leur déguisement. Donc, du coup, ils amènent des choses de chez eux. Pour moi, c'est une preuve de leur investissement et du plaisir qu'ils ont à participer à ce projet. Mais ça, c'est bien joli, mais revenons à des choses plus triviales, la grammaire, l'orthographe, la conjugaison. Du coup, qu'on pourrait te rétorquer, oui, mais ben, ça c'est bien gentil, ça fait plaisir, mais en quoi finalement les apprentissages scolaires sont-ils… comment tu fais pour les y inclure quoi, dans ton projet? Après, on peut utiliser les productions, ce qu'ils ont fait pour travailler dessus en grammaire et en conjugaison. Hein. On utilise les phrases qu'ils ont produites pour travailler, rechercher dans une phrase, par exemple, j'en sais rien, un enfant qui, dans sa pièce de théâtre, dit « je vais chercher mes bottes », ben, je vais chercher quoi? Mes bottes, hop, voilà. Complément d'objet direct. Voilà, c'est ça. Ça va, je suis encore au niveau. D'accord, ok. Enfin voilà, c'est plutôt facile. Et en plus, comme c'est leur propre production, ils seront d'autant plus contents qu'on utilise ce qu'ils ont produit eux pour s'en servir en grammaire, ou en conjugaison, ou en vocabulaire, ou en orthographe. Et du coup, il y a quelque chose dont on a un petit peu évoqué, mais qui pareil est un fondamental de la motivation, c'est la valorisation du projet. Est-ce que tu peux expliquer comment… alors, bon, la valorisation finale, on l'a bien compris, hein, c'est effectivement la production de la pièce devant les autres, hein,
Oui, mais on fait ça avec du public et on fait ça c'est vraiment comme une soirée théâtre, quoi. Dans une salle, bon, c'est la salle des fêtes, hein, mais disons que ce n'est pas forcément dans l'école. On accueille du public, on fait une affiche qu'on met dans le village pour inviter les parents, mais pas seulement les parents, aussi les gens du village. On invite les élus, les associations partenaires de l'école. Voilà. Et du coup, donc on fait ça sur une soirée. Souvent, il y a une autre classe qui fait une production. On ne fait pas ça à trop de classes non plus parce que sinon, ça prend trop de temps. Souvent, on fait un petit moment convivial avec l'entracte, voilà, où les enfants font des gâteaux, apportent des boissons et c'est un moment de partage. Oui, et c'est très important ce que tu dis. Effectivement, les moments de partage, de valorisation hein, qui fondent en fait la pédagogie coopérative. Hein, c'est ça, c'est comment on crée du lien avec les autres. Ça me renvoie aussi à ce que disait donc Sylvain Connac, qui est donc enseignant-chercheur et qui a été aussi un enseignant de terrain, professeur des écoles, et qui disait de vraies situations d'apprentissage, c'est une situation inédite de communication. Hein, et c'est exactement ce que tu fais, c'est-à-dire que ça renvoie à ma question provocatrice de tout à l'heure, je te demandais comment tu es sûr qu'ils apprennent. C'est exactement ça. C'est-à-dire ils apprennent parce que la situation de travail est nouvelle, ils sont dans la créativité totale, et parce qu'elle est destinée à être communiquée, non pas à être rangée dans un classeur, bien au chaud dans le casier, et qui ne sera jamais présentée à personne. Et c'est ça qui engendrera ce fameux cercle vertueux de j'ai envie de recommencer, ce que j'ai produit, ce que j'ai montré, etc. Après, la situation actuelle fait que c'est un peu compliqué. Mais du coup, ils ont quand même demandé cette année à faire une pièce de théâtre. Alors, je leur ai dit que pour l'instant, je n'étais pas sûre de pouvoir, mais ils s'engagent quand même. Et ils m'ont dit, parce qu'habituellement, la pièce de théâtre, on la faisait au mois de mars-avril. Et donc là, je leur ai dit, ça fait rien. Si on n'arrive pas à la faire là, c'est pas grave, on la fait, on la prend, on s'entraîne. Et dans tous les cas, on réessayera de la présenter au mois de juin si à ce moment-là, on a un peu plus le droit. Et si jamais on n'arrive pas à pouvoir la présenter, eh ben on se filmera et on mettra sur notre blog pour qu'on puisse quand même partager ce qu'on a fait. Oui, et puis ça serait bien que tu nous l'envoies aussi pour que nous, on puisse la diffuser également. Ok. Avec grand plaisir. Et dans cette période de confinement, crise sanitaire, etc., c'est important. Voilà, on essaye de trouver des solutions. Alors sinon, je suis en train, en même temps que je le dis, de penser à quelque chose. Peut-être qu'on pourrait le faire en live. Oui, un live YouTube. Voilà. Ah, mais ça serait une excellente idée, ça. Ça pourrait rajouter à la motivation parce que pour les enfants, ce n'est pas la même chose quand ils le font, qu'on l'enregistre et qu'on fait une vidéo. Ils sont quand même contents parce qu'ils peuvent se voir et puis c'est quand même montré. Mais peut-être que si on faisait en live, il y aurait un peu plus ils sont en direct, hein, donc ça rajoute un peu de piment. Voilà, piment, c'est ça, exactement. Et puis d'authenticité. D'authenticité aussi, même si effectivement, être face à un public, oui, ça ne remplacera jamais être face à un public, de toute façon. Oui, oui. Après, si on fait forcément, il n'y aura personne qui sera là pour applaudir. Oui, voilà. Effectivement. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que pour moi, un enseignant qui travaille en coopération dans sa classe, c'est quelqu'un qui surtout souhaite respecter le rythme de ses élèves et qui crée du lien. C'est quelqu'un aussi qui part de la culture des enfants pour les amener à la culture avec un grand C. Oui. Et toi, en fait, c'est exactement ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire que tu dis pas je vais vous lire une pièce de théâtre et on va créer à la manière d'eux. Oui.
non. Ce qui est, à mon avis, un non-sens total, parce qu'on ne peut pas se comparer à un auteur, jamais, c'est pas possible. Hein. Mais tu dis, vous allez créer une pièce de théâtre, et puis après, j'imagine que toi, à côté de ça, comment tu fais pour leur parler de la culture théâtrale? Ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce que tu laisses comme ça? Est-ce que tu lis des pièces? Est-ce que vous envoyez par Internet? Comment ça marche? Oui, voilà, c'est ce qu'on fait. Alors là, on n'a pas forcément vu des pièces. Après, ils en font souvent dans les années qui précèdent quand ils sont avec moi, en fait. Euh, mais j'en lis pour savoir comment c'est écrit. Voilà. Mais après, je ne veux pas trop non plus pour pas calquer non plus. Mais par contre, souvent, enfin, comme c'est autour d'un thème, on lit des choses autour de ce thème pour qu'ils ne se retrouvent pas sans imagination, en fait. Je trouve que c'est ça qui est dur. Quelquefois, les enfants, ils ne savent pas dans quelle direction aller. Et du coup, en lisant des choses, en apportant des informations, ils se, ils sont pas sans savoir de quoi ils parlent. Donc, du coup, ils utilisent ce qu'on a lu dans un autre domaine qui n'est pas forcément du théâtre. Hein. Quelquefois, c'est aussi en sciences ou en histoire. Et ils utilisent ces connaissances-là pour s'en servir dans leur écriture. Alors, tu parlais de thème. Alors, en l'occurrence, quel thème tu avais choisi? Cette année, oui. On a pour choisi. écrire ta pièce de théâtre. Alors, le thème, le grand thème, on va dire, c'était l'environnement. Et comme on devait partir en classe de découverte à l'île d'Oléron, on va dire que c'était sur l'océan. Et donc, on a aussi suivi le Vendée Globe. Donc, voilà. Et donc, l'histoire qu'on a créée, ce sont deux personnages qui sont des scientifiques et qui doivent partir en Antarctique pour faire une expédition, pour étudier les manchots. Et en fait, forcément, entre le départ et l'arrivée, il va leur arriver plusieurs aventures. Et par exemple, ils vont rencontrer un skipper du Vendée Globe. Enfin voilà, on réutilise un peu ce qu'on a découvert dans nos lectures pour raconter notre histoire. Je précise pour nos auditeurs et nos auditrices que tu es quand même une grande spécialiste de voile. Oui. Ce qui n'est pas anecdotique. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que en même temps, tu leur apportes ta culture et ils se l'approprient parce que quand on a regardé et suivi le Vendée Globe, on s'est inscrit à Virtual Regatta, c'est-à-dire qu'on faisait une régate virtuelle où on allait voir évoluer notre bateau tous les jours. Et en fait, eux-mêmes se sont inscrits avec leur bateau. Alors, pas tous les enfants, hein, mais quelques-uns. Et donc, tous les jours, on allait voir où est-ce qu'ils avançaient, voilà, s'ils avaient battu le bateau de la classe ou pas, etc. Et donc, c'est des grands moments de partage. Et même ceux qui ne se sont pas inscrits, ils sont intéressés par ce que font leurs camarades. Oui. Et eux se sont inscrits, oui. Oui. Et après, comme le fait qu'on en parlait tous les jours, ils regardaient les informations et ils entendaient régulièrement parler du Vendée Globe. Donc, même si eux, ils participaient pas à la régate virtuelle, ils pouvaient au moins participer sur le Vendée Globe. Qu'est-ce qui était arrivé au skipper? Est-ce qu'il y avait des nouveautés, des abandons, des aventures exceptionnelles, etc. Oui, donc du coup, ils ont dû apprendre énormément de choses. Exactement. Et géographique aussi. Oui. Géographique, technique. Tu dirais qu'ils ont appris quoi encore par rapport à ce projet environnement, voile? Après, on a parallèlement, on travaillait aussi sur l'océan. Donc, en sciences, on a fait des expériences sur la salinité de l'eau, les courants marins, sur les animaux que l'on retrouve aux différents endroits de l'océan, etc. Donc, en fait, après, on part de quelque chose et on peut l'adapter dans toutes les disciplines et toujours trouver tout un tas de choses. Et il n'y a pas de stress pour toi par rapport au programme?
Euh, Je te pose cette question volontairement, Anne-Gaëlle, bien entendu. Parce non, que c'est forcément la question que posent tous les enseignants. moi, je n'ai pas de stress par rapport au programme. Par exemple, si je me dis en lecture, je veux travailler sur le policier. Alors, parfois, c'est dur de trouver des lectures qui vont correspondre exactement à ce qu'on veut. Mais si on n'en trouve pas, eh bien, on en crée. C'est-à-dire, par exemple, si je veux travailler sur le policier, si c'est une année où je me dis, oh tiens, j'ai envie de travailler sur le policier et que j'ai pas forcément trouvé de choses là-dessus, en fait, mon projet d'écriture, ce que je vais proposer aux enfants, après ils mordent ou ils mordent pas, c'est de dire, on va inventer une enquête policière qui parlera de l'environnement. Donc, on va lire une enquête policière qui ne sera pas forcément sur l'environnement, mais du coup, nous, on rattachera ça à notre thème de l'année. Donc, après, au niveau du programme, on fait comme tout le temps, quoi. Tout le temps. Ça te paraît tellement évident. Et voilà, en fait, je ne sais pas comment expliquer parce que je ne peux pas me poser cette question, j'y arrive pas. D'accord. Et alors, est-ce qu'il est déjà arrivé que des élèves n'accrochent pas à tes propositions de projet? Je ne crois pas. Après, je ne sais pas, hein, il y en a forcément qui accrochent plus que d'autres, mais je pense qu'ils arrivent tous à un moment donné à trouver un petit peu quelque chose pour eux. Au moins, dans l'année, ils arrivent tous à un moment donné à s'investir. Pas forcément toute l'année, pas forcément tout le temps, mais à un moment donné, je sens au moins, en tout cas, ils sont contents de venir à l'école. C'est quand même la base. Mondial. On est d'accord, hein, le désir d'apprendre, de venir à l'école, Voilà. c'est quand même fondamental. On est d'accord. Après, parfois, les enfants me le disent pas, mais c'est des fois quand j'ai des rendez-vous avec les parents qui, eux, me disent. Souvent, une de mes premières questions quand je suis en entretien avec les parents, c'est de dire, dites-moi, qu'est-ce qu'il rapporte de l'école à la maison, comment il le ressent, comment il en parle, est-ce qu'il se sent bien et tout ça. Et donc, c'est là que je perçois que certains enfants voilà, sont contents de venir à l'école et ils s'investissent un peu plus. C'est moins la galère pour faire les devoirs. Ils cherchent des choses. Voilà. Donc, aiguiser l'envie d'apprendre, effectivement. Autre question, qu'est-ce que tu ferais, toi, si jamais tu voyais des élèves, un seul, hein, qui n'a pas envie de s'investir dans le projet que tu proposes? Est-ce qu'éventuellement, tu lui laisserais le choix de ne pas rentrer dans ce projet de classe? Est-ce que tu y as déjà pensé? Qu'est-ce que tu ferais? Après, je lui propose de me proposer des idées. Donc, on pourrait très bien imaginer, sur les 25 élèves, oui. tu as les 24 qui fassent le projet de classe et un te propose de faire autre chose. Après, je ne sais pas, mais en tout cas, je lui proposerai de dire qu'est-ce que toi, tu aurais envie de proposer et je pense que j'arriverai à trouver un moyen de le raccrocher au projet. En fait, on trouve toujours. Ça peut être, c'est comme ce que je disais, hein, la pièce policière. Si je ne trouve pas une pièce policière sur le thème à lire, c'est pas grave, on va la créer. Donc, si lui, il a envie de travailler sur autre chose, je pense que j'arriverai à trouver une solution pour le relier un peu, pour que ça fasse du lien avec les autres, quoi. Et qu'on puisse prendre en compte ce que lui, il a envie et ce que lui, il sait faire. Et après, voilà, c'est vrai que j'organise aussi les marchés des connaissances qui ne sont pas forcément sur le thème, et c'est aussi un moyen pour l'enfant de montrer ce qu'il est capable et ce qu'il sait faire et de partager. Expliquez rapidement ce que c'est qu'un marché de connaissances. Alors, nous, le marché des connaissances, ce sont les enfants qui deviennent les maîtres pour un certain nombre d'élèves. Donc, ils proposent un atelier dans lequel ils sont experts et et au cours duquel ils vont pouvoir apprendre
des choses, ce qu'ils auront choisi, à faire à d'autres élèves. Voilà. Et donc, souvent, on a, je ne sais pas, 12 ateliers à peu près. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas les 12 ateliers en même temps. On en fait 6 et on les fait tourner. Et voilà, les enfants, nous, ils s'inscrivent à l'atelier dans lequel ils voudraient aller. Qu'est-ce que ça génère, ce marché de connaissances? Pourquoi tu le mets en œuvre? Parce que ça me permet de découvrir les enfants sous un autre angle. Des fois, on va dire que sur le côté un peu scolaire de tout ce qu'on fait, on a des enfants qui sont parfois effacés, mais qui, à côté de ça, savent faire plein de choses. Et du coup, ben, c'est une manière de les mettre en valeur. Et du coup, aussi de changer le regard des autres, que les autres élèves peuvent avoir sur eux. Parce que c'est des enfants qui parfois ne participent pas ou sont timides. Donc les autres, chacun se fait rapidement une image. Et en fait, là, c'est un moyen de leur dire, ben ouais, ça, bon, c'est pas trop mon truc, ou moi, je suis pas trop à l'aise à l'oral, mais par contre, je sais super bien faire ça, ce que toi, tu sais pas forcément faire. Et du coup, moi aussi, je peux t'apprendre des choses. Et ça, c'est pareil, hein, c'est la confiance en soi. Bien. Écoute, on arrive au terme de cet entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose que tu n'aurais pas évoqué, qui te semble important? Non, je ne sais pas. Peut-être que là, on est dans une période un peu délicate où effectivement, on ne peut pas faire ce marché des connaissances ou des choses comme ça. Et du coup, moi, j'ai proposé aux élèves, par exemple, de se filmer en train de faire une petite expérience scientifique. Et en fait, une fois que j'aurai récupéré les productions de chacun, de faire une petite vidéo pour pouvoir partager et donner aux autres soit l'envie de la tester ou la découvrir. Voilà. Donc, en fait, on peut toujours essayer de trouver des moyens, malgré la situation un peu particulière, pour partager. Par contre, effectivement, ça demande à ce qu'on se remette un peu en cause et à ce qu'on cherche un peu, on change un peu nos manières de faire. Absolument, ça c'est central. Oui, effectivement, voilà. La remise en question, oui, la remise en question et la recherche. La recherche surtout de. Mais c'est aussi ce qui motive. Et c'est aussi ce qui motive, effectivement. Et ce qui nous motive les enfants. Être enseignant sans penser, sans rechercher, c'est un peu ennuyeux. C'est ça. Effectivement. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais, en plus de ça, adresser à ceux qui te regarderont et qui voudront se lancer dans ce type de projet? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire? Ben, moi, je dis il faut oser. Voilà.